février 2021, le rover Perseverance se balade sur Mars. Et derrière les images incroyables, la tech de pointe, il y a un truc un peu inattendu, du code Python. Exactement. Python, oui. Ce langage qui est né, figure-toi, d'un projet perso pendant des vacances de Noël en 1989. Assez fou, non? Carrément. Et c'est cette histoire qu'on explore aujourd'hui, en s'appuyant sur une analyse vidéo de code source, The Untold Story of Python. L'idée, c'est de comprendre comment ce langage, parfois un peu moqué au début, est devenu si central. Partout. De la NASA à Wall Street en passant par l'IA, Hollywood même. C'est omniprésent. Alors, retournons aux sources. Fin des années 80. Pays-Bas, on a Guido van Rossum, un programmeur néerlandais. Il bosse avec un langage, ABC, mais il le trouve compliqué. Oui, enfin, il voulait surtout quelque chose de plus simple, de plus intuitif. Alors, pendant ses vacances, hop, il se lance et crée les bases de Python. Et le nom, tu l'as dit, hein? Monty Python, Voilà, c'est bien ça. c'est ça. Monty Python's Flying Circus. Mais au-delà de l'anecdote, il y a une vraie philosophie derrière. La priorité absolue pour Van Rossum, c'était la lisibilité. Pas forcément la vitesse, mais un code qu'on peut lire presque comme de l'onglet. Une seule et unique façon évidente de faire les choses. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Un pari sur l'accessibilité, en fait. Rendre le code moins intimidant. Mais bon, dans les années 90, quand il commence à se diffuser sur Usenet et tout ça, il n'est pas seul sur le marché, hein, il y a du monde. Ah oui, il y avait Perl, le roi du script web à l'époque, très puissant, mais disons que ça pouvait devenir un sacré plat de spaghettis illisible. Je vois le genre. Et puis, il y avait Java qui arrivait en force, le langage sérieux pour les grosses applications d'entreprise. Très structuré, mais aussi assez verbeux, assez lourd. Et Python, au milieu de ça, comment il a fait son trou? Justement par sa clarté. Face à la complexité parfois un peu magique de Perl ou la lourdeur de Java, Python offrait une alternative élégante, propre. Ça a séduit pas mal de monde dans les universités, les labos de recherche. Des gens qui cherchaient peut-être moins de mots de tête pour écrire et relire du code. C'est un peu ça, oui. L'élégance et la simplicité comme argument. D'accord. Et le vrai tournant, le moment où ça bascule, c'est quand? Les années 2000? Oui, les années 2000 sont vraiment clés. Le gros coup d'accélérateur, c'est Google. Ils décident de l'utiliser massivement en interne. Ah oui? Leur credo, c'était un peu Python partout où on peut, C++ seulement si on doit. Ça te donne une idée. Mhm. Et en 2005, ils embauchent Guido van Rossum. Ah ouais, carrément. Ça a dû donner une crédibilité énorme. Exactement, une vraie caution industrielle. Et en parallèle, le langage lui-même évolue. Python 2 sort en 2000. Avec des nouveautés importantes? Oui, des choses comme le support Unicode, pour mieux gérer les caractères de toutes les langues, et un garbage collector, un ramasse-miettes plus efficace pour gérer la mémoire. Et surtout, on voit apparaître les premiers frameworks web, comme Django, puis Flask. Des outils pour construire des sites web plus vite, c'est ça? Tout à fait. Des boîtes à outils qui simplifient énormément le développement web. Et puis, il y a PyPy, l'index des paquets Python. La grande bibliothèque partagée. C'est ça, elle commence à exploser à ce moment-là. Des milliers de contributions qui rendent Python utile pour à peu près tout et n'importe quoi. Et on arrive aux années 2010. Là, c'est l'explosion de la data science, de l'intelligence artificielle, et Python est au cœur du réacteur, non? C'est la consécration. Des bibliothèques comme NumPy, Pandas, ça change la vie pour manipuler des données. Scikit-learn, pour le machine learning, devient la référence. C'est devenu beaucoup plus accessible, du coup. Incroyablement plus. Et quand Google sort TensorFlow et Facebook PyTorch, et qu'ils choisissent tous les deux Python comme interface principale, bon bah voilà, le pli est pris. Et les Jupyter Notebooks aussi, ça jouait un rôle. Ah oui, énormément. Pour la recherche, l'expérimentation, le partage, pouvoir mélanger code, texte, visualisation dans un même document, ça a transformé les méthodes de travail de beaucoup de scientifiques et d'analystes. Mais tout n'a pas été rose. Il y a eu cette fameuse transition Python 2 vers Python 3. Ça a été douloureux, non? Ah là oui, Python 3, lancé en 2008, c'était une refonte nécessaire pour moderniser le langage, corriger des erreurs de jeunesse, mais le gros souci, non rétrocompatible avec Python 2. Aïe. Et donc la migration, elle a duré presque 10 ans. Ça a créé une vraie division dans la communauté. C'était compliqué pour les entreprises qui avaient des tonnes de code en Python 2. Un vrai casse-tête. Un cas d'école sur l'évolution d'un langage populaire, en somme. Points techniques qui ont fait et font encore débat. Le GIL, par exemple, Le Global Interpreter Lock, qu'est-ce que c'est en gros? pour simplifier, c'est un verrou interne qui limite la capacité de Python à utiliser vraiment plusieurs cœurs de processeurs en parallèle pour une seule tâche gourmande en calcul. C'est une limitation historique, surtout pour le calcul intensif. D'accord.
Et même la gouvernance du projet a connu des secousses. Oui, en 2018, Guido van Rossum a décidé de se retirer de son rôle de dictateur bienveillant à vie, comme il disait en plaisantant. C'était après des débats assez vifs sur certaines évolutions proposées. Ça montre les tensions qui peuvent exister, même dans un projet open source à succès. Mais malgré tout ça, les difficultés techniques, les débats, Python est toujours là, au sommet. Qu'est-ce qui explique cette résilience? La communauté, peut-être? C'est fondamental. La communauté Python est immense, mondiale, très active. Il y a la Python Software Foundation qui structure un peu les choses, les conférences PyCon partout dans le monde, mais c'est surtout une culture d'entraide, de partage. L'open source au cœur. Oui, et l'enseignement aussi. Rendre le code accessible, c'est dans l'ADN de Python depuis le début. C'est cette communauté qui a créé l'écosystème incroyable de bibliothèques, qui a soutenu le langage pendant la transition de Python 3. C'est vraiment son plus grand atout. Et aujourd'hui alors? Le paysage change. On voit arriver de nouveaux langages, comme Mojo, qui promettent de combiner la facilité de Python avec des performances de C++ pour l'IA. C'est une menace? C'est sûr que la concurrence bouge. Julia fait sa place en calcul scientifique, Rust est très regardé pour la performance et la sécurité, mais Python ne reste pas immobile non plus. Il continue d'évoluer. Oui, les dernières versions comme la 3.11 ont amené de vrais gains de vitesse. Il y a même des projets sérieux pour peut-être un jour enlever ce fameux JL. Sa force reste cette polyvalence incroyable, web, scripts, data, IA, même animation 3D et cet écosystème gigantesque bâti sur des décennies. Donc la simplicité et la communauté, c'est toujours la recette gagnante. Pour l'instant, ça semble tenir. La vision de départ de Van Rossum, cette priorité à la lisibilité, à l'accessibilité, ça a payé au-delà de toute attente. Ça montre bien que la facilité d'usage, la collaboration, ça peut être aussi puissant que la performance brute. Une belle histoire quand on y pense. D'un projet de vacances à un pilier technologique mondial. Absolument. Et ça prouve que parfois, la voie la plus simple, la plus claire, est celle qui mène le plus loin. Ce qui nous amène à la question finale, peut-être. Face à ces nouveaux compétiteurs très spécialisés, notamment en IA, est-ce que Python va pouvoir maintenir sa domination juste par des améliorations progressives et la force de sa communauté? Ou est-ce qu'il faudra une autre rupture, une autre transformation majeure pour qu'il reste le langage incontournable des prochaines décennies? Bah, c'est la grande question, quoi. L'avenir nous le dira.